Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Saint-Queux. Saint-Queux est un village de 1617 Saint-Catienne et Saint-Catien et se situe à l'est de Pont-Sainte-Maxence sur la départementale 29 qui va de Liancourt à Pont-Sainte-Maxence et de la départementale 75 qui mène de Rouvillers à Rieux. Le village fait partie du canton de Pont-Sainte-Maxence et de la communauté de communes des Pays d'Oise et d'Alatte, la CCPOH. Le village est niché dans un site protégé par 5 monts, bordé par les marais de Sassy et des bois. Pour la toponymie du village, vous pouvez vous amuser à regarder la soixantaine de noms proposés par Wikipédia, mais personnellement je vais vous proposer ceux de Louis Grave, moins nombreux. Donc le village a eu les noms de Sanquatom en 1060, Saint-Quay, Saint-Queux, Saint-Queux, Sanquay en 1160, Saint-Queux, Saint-Queux, Saint-Quay pour devenir enfin le Saint-Queux d'aujourd'hui. Il est fait mention de Saint-Queux dans un diplôme de 1060 par lequel le roi Philippe Ier donna à l'abbaye de Saint-Lucien de Beauvais tous les droits qu'il possédait aussi bien dans le village que dans ceux de Rozoy et Verderonne. Il existait au Moyen-Âge une forteresse à Saint-Queux sur la montagne du Cateau qui dépendait peut-être du domaine royal et qui fut démantelée par la jacquerie et par les guerres de Cent Ans, à tel point que Charles VII, dans ses lettres du 10 avril 1431, en prescrit la démolition, tout comme les forts de V, Béthis-Saint-Pierre, Verberie et bien d'autres, ceux-ci étant devenus des repères de voleurs et de bandits. Ce lieu était le siège d'une juridiction particulière sous le nom de mairie royale qui dépendait de la châtellenie de Creil. Tous les droits de la mairie, en particulier la basse justice, ne s'appliquaient qu'à une partie de la paroisse. La ferme de Montvinet formait autrefois un écart au sud du village qui appartenait en premier lieu à l'abbaye de la Victoire de Senlis, puis passa successivement au sieur d'Arbonnières, puis à Philippe de Boulainvilliers. Le fils de ce dernier, seigneur de Verneuil-sur-Oise, le vendit en 1519. Il fut acquis en 1602 par Philippe le Bel, déjà propriétaire de Brenouille et de Verderonne. La seigneurie à cette époque avait droit de basse, moyenne et haute justice. Parmi ses droits seigneuriaux, il était celui de jeter la choule. On appelait choule une grosse balle remplie de bourre que le dernier marié de Saint-Queux était obligé de fournir et de porter le jour du Mardi Gras sur la place du Carado près de l'église où la population se trouvait réunie. Le sergent justicier du fief lisait à haute voix les règles comme celle de ne pas porter de couteau ni de bâton sous peine de 60 sous parisis d'amende. Puis le seigneur jetait la choule sur la place et les hommes et les garçons du village divisés en 2 bandes couraient pour la ramasser. Ce qui pouvait durer des heures. Ici, Louis Grave ne dit pas quel était l'objectif à atteindre pour gagner. Mais, par exemple, à Tricot, où ce jeu se pratique encore, pour gagner, il faut envoyer la choule au-dessus d'une maison. Le vainqueur allait présenter la choule au seigneur qui faisait distribuer des rafraîchissements auxquels n'étaient pas conviés les perdants. Ce jeu fut aboli à Saint-Queux au début du XVIIIe siècle à cause des rixes et des accidents qu'il occasionnait. Le village a vu naître Émile Lambert, un instituteur et chercheur passionné par la géographie du département. Il s'intéressait au patois picard, à son village, celui de Villers-Saint-Paul, les droits féodaux, les voies romaines, etc. Il a été président de la Société archéologique, historique et géographique de Creil et a écrit de nombreux ouvrages. Un collège de Villers-Saint-Paul porte son nom. Allons découvrir l'église de Saint-Queux. L'église Saint-Martin de Saint-Queux est encore une église atypique. Lorsque je l'ai vue, j'ai immédiatement pensé à l'église des Ageux, non loin, en me disant « Tiens, encore un campénard ». Le campénard est le mot picard pour désigner un clocher-mur. Donc je me suis dit, encore un clocher comme on en voit dans le centre de la France, mais il n'en est rien. En fait, le clocher de cette église était tout à fait normal avant le 17 février 1910, où la pile sud-est du clocher, qui s'élève au-dessus de la croisée du transept, s'est subitement effondrée, entraînant dans sa chute une partie des voûtes des travées autour. Au lieu d'étayer le clocher, les autorités ont précipitamment décidé de dynamiter le reste du clocher. Au mois d'août suivant, fragilisées par la chute du clocher, les voûtes de la grande chapelle s'écroulèrent elles aussi. Et de 1910 à 1920, des travaux furent entrepris pour reconstruire le clocher et consolider le reste, ce qui donne maintenant cette église insolite et incomplète. Elle se composait donc d'une nef de 4 travées avec bas-côtés,
de la croisée du transept avec un croisillon au nord, une grande chapelle de 2 travées au sud et le chœur à chevet plat. La chapelle qui s'est effondrée devait probablement ressembler à celle de l'église Saint-Gervais de Pompoint. De nos jours, l'édifice comprend la nef de 4 travées qui date du XIe siècle, la croisée du transept avec le croisillon nord et le chœur qui, eux, datent du début du XIIe siècle. Croisillon et chevet qui se ressemblent beaucoup et qui entourent une jolie tourelle d'escalier. Le clocher, qui était autrefois dans le style de celui de Villeneuve-sur-Verberie, avec une flèche plus haute, est aujourd'hui réduit à un toit en bâtière qui s'élève au niveau de l'ancien étage de Beffroi. Il reste de la grande chapelle la partie orientale qui nous rappelle que cette église, avant février 1910, était une très belle et grande église. À l'intérieur, 2 styles se mélangent encore avec harmonie. La nef est typiquement de style romane et les fenêtres sont dans l'axe des arcades. 2 arcades ont été ajoutées dans le bas-côté nord pour soutenir la nef et la dernière arcade au sud a été à moitié obstruée lors de la construction de la grande chapelle. Le plafond est en charpente et une petite estrade surplombe l'entrée. La croisée du transept, le croisillon et le chœur sont voûtés d'ogives. Le croisillon comprend un autel et de très beaux vitraux. Le chœur à chevet plat, lui, accueille le beau maître-autel et quelques statues. Il y a un autre autel en bois dans le bas-côté sud, ainsi que l'ancienne chaire à prêcher fabriquée dans les années 20, un confessionnal et les beaux fonts baptismaux du XIIe ou XIIIe, probablement. On peut voir dans le chœur la différence de piliers entre ceux du XIIe et celui du XXe siècle qui a remplacé celui qui a cédé. Il y a encore 3 cloches nommées Yvonne, Thérèse et Bernadette, ce qui est assez rare, et ici elles peuvent être aussi sonnées à la corde. Je vous laisse avec quelques éléments intéressants de cette surprenante église Saint-Martin. Retournons dans les rues du village. Le monument aux morts se trouve devant l'église. Il y a un calvaire rue du Carado et un autre à la sortie de Saint-Queux vers Angicourt. À côté de ce dernier se trouve une stèle en l'honneur de la division Leclerc qui a été érigée à la demande d'un ancien habitant de Saint-Queux qui faisait partie de la 2e division blindée du général Leclerc. La rue Wilfrid Paul a été nommée à la mémoire de ce jeune résistant de Saint-Queux-Monceau, arrêté le 8 août 1944, déporté à Buchenwald et décédé le 4 juin 1945 à l'hôpital de Kaiserslautern. Georges Teinturier était un Saccatien qui fut arrêté, déporté et exécuté en Allemagne le 7 décembre 1943. La place face à la mairie porte son nom. La rue Yvonne Drouin a été nommée en hommage à cette jeune femme décédée à l'âge de 27 ans et dont les parents offrirent la dot qui lui était réservée pour la reconstruction de l'église.
Et la place de l'église, entre l'ancienne mairie-école et l'église, a été nommée en hommage à l'abbé Pierre Giresse, qui œuvra énormément pour la reconstruction de son église. Comme je le disais dans la découverte d'Angicourt, Saint-Queux possède 2 lavoirs qui se trouvent sur le territoire d'Angicourt, mais qui, pour celui dans les bois, a été acheté par Saint-Queux en 1829 et l'autre construit en 1885. Il y a 2 doubles panneaux Michelin dans le village, comme celui de Barbery, un à l'entrée du village en venant de Rieux et un autre dans la rue Wilfrid-Paul. Il y en a un autre fixé à un mur près du bar tabac. Une plaque de cocher se trouve rue de Rieux. Pour l'école, le groupe scolaire Les Graines compte les classes de maternelle et de primaire avec cantine et périscolaire. Une bibliothèque se trouve juste à côté de l'école. Il y a de nombreuses associations dans le village comme les sports, les parents d'élèves, la couture, le comité des fêtes et même un country club. Dans le village, on trouve encore quelques commerces comme boulangerie, boucherie, épicerie, bar tabac, 3 coiffeurs, une agence immobilière, un fleuriste et une boutique de broderie sur textile. Sans oublier 3 ateliers mécaniques, quelques artisans et un paysagiste. Il reste aussi une agence postale et un distributeur automatique est implanté place Georges Teinturier. Pour la santé, la commune possède un cabinet médical avec médecin, infirmière, kiné ou encore podologue. Et juste à côté se trouve une pharmacie. Pour finir, Saint-Queux participe depuis 2 ans maintenant au jeu intervillage avec les communes voisines de Monceau, Angicourt, Rieux et Brenouille. Voilà, c'est ainsi que se termine la découverte de Saint-Queux, très agréable village avec le centre-bourg et ses commerces, ses jolies petites rues et sa très belle église. Je pense avoir fait le tour du village et si j'ai oublié de mentionner certains éléments, je m'en excuse. Je tiens à remercier messieurs Berthe, père et fils pour leur accompagnement à l'église et pour leur association pour la sauvegarde du patrimoine de Saint-Queux et leur page Facebook où l'on apprend énormément de choses. Je vous conseille d'aller y faire un tour. J'espère que cette découverte vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter et mettre un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Saint-Queux.